d'architecture et du patrimoine. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de participer à ces ateliers, ces workshops, comme on pourrait dire. Et là, aujourd'hui, habiter son logement, de la conception à la gestion. Sûrement Jean-Baptiste l'a dit ce matin déjà, mais je ne vois pas comment on peut parler de ça sans penser à Monique Eleb, sans penser à Jacques Lucan, qui nous ont quittés, j'allais dire, dans une sorte de série noire. Je n'oublie pas Jean-Louis Cohen au passage. Mais sur la question du logement, s'il y a bien des gens qui ont parlé de ça sur cette scène même, eh bien, c'était Monique et Jacques. Jacques qui habitait son dernier livre, extraordinaire, vous l'avez sûrement tous lu, mais si jamais il en restait un qui ne l'avait pas encore lu, vous pouvez vous précipiter dessus et vous verrez à quel point la question de la typologie, la question de l'usage sont au cœur des débats. Voilà, c'est sur cette petite introduction que je vais inviter nos amis à nous rejoindre, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un plan de... Non, allez-y, comme on arrive. Comme ça vous plaît. Vous avez tous des micros devant vous. Avant de rentrer peut-être dans le détail des choses, peut-être que, et on pourrait s'en servir comme ça d'une présentation, c'est dire à chaque fois d'où vous parlez et comment vous voyez le sujet déjà. Et puis après, moi, je vous relancerai plus précisément, justement, en fonction de ce que je sais de votre action locale, nationale, voire internationale. Mais en tout cas, c'est intéressant de confronter ces points de vue. Alors, peut-être on va commencer par une sociologue. Voilà, c'est Sylvaine Le Garrec. Donc vous êtes sociologue, mais donc vous allez nous parler de votre étude tout à l'heure. Comment vous voyez déjà ce sujet ? Donc, moi, je suis très heureuse d'intervenir sur ce sujet de l'appropriation et de la gestion, puisque donc, je suis sociologue indépendante, spécialiste de l'habitat et de la copropriété. Donc, en travaillant depuis de nombreuses années sur la copropriété, la gestion est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que j'essaye de faire émerger dans les préoccupations de recherche et aussi dans les préoccupations de conception et de production du logement. Parce que je crois que la gestion, qui comprend aussi bien les habitants, qui sont assez peu associés, en tout cas dans les logements en VFA, ils sont assez peu associés à la conception, mais par contre, ce sont les acteurs centraux de la gestion et de la mise en vie de l'immeuble, et de même que les acteurs de la gestion, donc, qui, dans le cas des copropriétés, les syndics, sont également complètement dissociés de la conception, et c'est donc une maîtrise d'ouvrage complètement profane qui, au moment de la livraison, au moment où l'immeuble est mis en vie, au moment où se déclenche toute une série de problèmes également, n'ont pas suivi forcément le chantier, n'ont pas suivi la conception et se trouvent un peu démunis pour mettre en vie cet immeuble. Merci, on va tout de suite enchaîner avec Sandrine Guégan. Alors que Sandrine Guégan, vous venez de Rennes, sans vouloir vous enfermer là. Dans un territoire. Voilà, exactement. Mais quand même, c'est important de le dire. Donc, vous dirigez le groupe Queredes, où vous êtes directrice dans ce groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous voyez ça ? Oui, je suis directrice de la promotion dans une coopérative HLM sur Rennes Métropole. Et ce groupe Queredes, parce qu'en réalité ce sont deux coopératives, une coopérative de promotion immobilière et une coopérative de gestion immobilière, s'est posé assez rapidement la problématique, notamment de cette mise en copropriété et en effet de l'accompagnement de nos acquéreurs sur cette mise en copropriété, puisque au-delà qu'ils soient non sachants et qu'ils achètent un logement, la problématique souvent c'est qu'ils ne se connaissent pas quand se forme la première AG. Et c'est difficile de se former en conseil syndical quand personne ne connaît son habitat, n'a pas d'appropriation et a cette difficulté de pouvoir s'entendre pour pouvoir faire vivre demain et gérer bien leur copropriété. Donc on est amené à se poser cette question de comment on implique nos acquéreurs très en amont dès la conception des programmes.
Alors, on va enchaîner avec Marjane Samphar. Outre le fait que vous êtes vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, vous êtes aussi architecte à Bordeaux et architecte conseil dans les Hauts-de-France. Donc, ce qui veut dire que ce terrain social, vous le connaissez très bien dans différents contextes et différentes métropoles. Oui, effectivement. Ce qui m'intéresse là dans cet intitulé, c'est de fermer la boucle, en fait. Vous avez intitulé ça « Habiter son logement de la conception à la gestion ». Soit faire une boucle, soit dézoomer à la programmation. Et effectivement, de voir à quel point la programmation peut influer par la suite sur la façon dont on habite son logement et comment nous, architectes, on peut intervenir là-dessus et faire notre rôle de conseil. Alors Pierre Lévy, vous êtes membre d'Habitat Participatif France, et quand je dis ça, même si vous êtes plutôt dans le sud-est, hein, si ma mémoire est bonne, en fait, vous avez vocation à agir sur le territoire national, donc évidemment, votre point de vue va nous importer beaucoup dans ce débat. Dites-nous. J'ai même 3 casquettes. Hein. Je suis habitant d'un habitat participatif à Fort-Calquier, assistant maîtrise d'ouvrage, donc mon métier c'est d'accompagner des projets d'habitat participatif et je le fais surtout dans le sud de la France. Et effectivement, je suis très impliqué dans Habitat Participatif France qui intervient sur cette problématique au niveau national. Et je veux dire que le point de vue de l'habitat participatif, il n'y en a pas qu'un seul évidemment, on est plein, donc il y a plein de points de vue différents, mais celui que j'ai envie de proposer ici, c'est de dire que quand on est en train de produire du logement, on pense surtout à l'architecture spatiale. Ce sur quoi bosse l'habitat participatif, c'est l'architecture sociale. C'est-à-dire c'est tout ce qui, c'est toutes les relations et qui se créent en amont hein, également, qui vont permettre ensuite un support du bien vivre ensemble, alors que ça peut se manifester dans tout type d'entraide intergénérationnelle, de projection supérieure, de façon d'élever les enfants, de projets en fait collectifs qu'il va y avoir. Et spatialement, on va le retrouver avec des espaces partagés, avec potentiellement de la modularité, avec enfin voilà tout un ensemble d'espaces partagés, de supports de mutualisation. Et c'est voilà là-dessus, je pense qu'il faut aussi discuter et pas oublier cette dimension sociale forte dans les projets d'habiter. On n'oublie surtout pas. Vous allez voir, on va y revenir. Jérôme Jacques, vous nous parlez depuis Le Havre. Vous dirigez donc un groupe, l'OGEO Seine, hein, ça qui justement expérimente beaucoup sur ces questions. Alors déjà, vous pouvez nous donner un premier point de vue sur quel angle vous choisiriez pour aborder ce sujet? Alors, une petite précision. D'abord, je ne dirige pas l'OGEO Seine, je participe à la direction de l'OGEO Seine. Et l'OGEO Seine, c'est une entreprise qui, effectivement, a son siège social au Havre, mais qui intervient dans toute la Normandie et aussi en Île-de-France, surtout l'axe Seine. Pour répondre à votre question, moi, ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse dans le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est l'idée à laquelle on se confronte de plus en plus d'essayer de dépasser le simple logement dès la conception. C'est-à-dire de ne pas se concentrer sur la création du logement, mais que vous le disiez, il y a une dimension sociale, bien entendu, mais d'aller plus loin que ça et d'essayer de créer des objets, des propositions, des solutions qui sont basées sur ce que nous, on appelle l'habitat augmenté. Et l'habitat augmenté, pour nous, en 3 mots, c'est quoi? C'est des espaces, des services et des équipements. Voilà. Formidable, mais quel programme! Habitat augmenté, croiser le social et le spatial. On va peut-être commencer par là, peut-être, non? Qu'est-ce que, pour une sociologue, qu'est-ce que veut dire ces mots social, spatial? Est-ce que, voilà, vous qui avez fait ce travail pour Leroy Merlin, justement avec cette enquête, j'imagine qu'il y avait des demandes absolues sur, bah oui, acheter sur plan, mais le plan questionne l'usage tout de suite. Est-ce qu'on peut le bouger, le plan? Est-ce qu'il y a eu des expériences, vous savez, en France, notamment, sur justement, des cloisons mobiles, des choses comme ça, qui fait que le plan peut évoluer? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours à l'ordre du jour? Donc, pour parler de cette recherche que j'ai menée pour Leroy Merlin Source, donc Leroy Merlin Source, c'est le réseau de recherche sur l'habitat de Leroy Merlin France, donc a accepté de financer une recherche qui me tenait à cœur sur les acquéreurs de logements sur plan. Donc j'ai étudié 4 opérations avec Manon Leroy qui a aussi réalisé des portraits d'habitants sur ces opérations. Et donc on a eu
étudier des opérations ordinaires et des habitants ordinaires dans du logement en VFA. Alors par contre, vraiment dans des contextes quand même assez privilégiés, enfin assez favorables, puisque ce sont toutes 4 opérations qui ont été produites dans des villes-centres de grandes métropoles, donc dans des marchés favorables et avec des mobilisations des promoteurs également favorables quand même à un certain niveau à la qualité. Et ce qui ressort, donc, en fait, ce qui nous intéressait, c'était de savoir quel était donc le parcours d'appropriation de ces acquéreurs sur plan sur le temps long, depuis la signature du contrat de réservation jusqu'au sentiment de se sentir chez soi. Donc comment ils transforment ce qui est quand même perçu comme un produit par les promoteurs, c'est-à-dire quelque chose qu'on veut vendre, à quelque chose qu'on habite, un habitat, un chez-soi. Et ce que montre ce travail, le premier résultat, c'est qu'en fait, on a tendance à considérer les habitants, en plus dans ces situations très ordinaires de logement de masse, à des simples usagers, à des simples consommateurs du logement. En réalité, ce que montre tout le travail, car c'est vraiment un travail qu'ils mènent, montre on peut même les situer du côté des producteurs du logement, parce qu'ils réalisent donc un travail considérable, y compris au niveau de la conception, à travers la négociation des travaux modificatifs acquéreurs, des TMA. Ils réfléchissent vraiment sur les circulations, sur la luminosité, sur l'aménagement des pièces dans le cadre d'un espace extrêmement contraint. On le sait tous aujourd'hui, la qualité spatiale des logements neufs actuellement n'est pas au rendez-vous, donc c'est eux qui se retrouvent à devoir aménager cette pièce séjour aux dimensions réduites qui accueille des fonctions très nombreuses, cuisine, séjour, salon, entrée, circulation, et c'est à eux que revient ce travail de conception, et souvent ils le réalisent de manière isolée, puisque le promoteur n'intervient pas forcément dans cet accompagnement. Il n'a à disposition souvent qu'un plan en 2 dimensions, et l'architecte, le concepteur, n'intervient pas, n'entre pas en relation avec ses acquéreurs. Donc là, il y a peut-être quelque chose justement à questionner. Et le seul professionnel qui intervient pour les accompagner dans ce travail de conception, c'est le cuisiniste. Intéressant. La cuisine, très important justement dans la nouvelle conception des appartements, où précisément ces cuisines dites à l'américaine, qui n'ont pas franchement quelque chose d'américain, mais enfin bref, c'est ça nous ramène à Charlotte Perriand, à des tas de choses très intéressant. Alors là, on a entendu que la critique en creux était sur les promoteurs, et en tout cas sur la situation qui opposait quelque part, ou laissait chacun dans sa ligne de nage, les promoteurs et les architectes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour les lignes se croisent ? On peut imaginer que les lignes se croisent. On peut surtout imaginer que la conception soit plus l'apanage d'une profession. Que la conception, alors on parle des habitants, on parle du social, on parle des architectes. J'ai entendu avec plaisir tout à l'heure Marianne expliquer qu'effectivement le rôle de l'architecte peut dépasser le rôle de la simple haute, j'allais dire de l'autonomie dans la conception de l'espace, mais que ça peut se partager. Et en fait, il y a 2 éléments là-dedans. Il y a le premier élément, c'est qu'effectivement, au-delà de l'espace, il y a plein d'autres choses. C'est ce qui vient d'être dit. Quand on parle de la cuisine, on parle d'un équipement. Donc aujourd'hui, designer un équipement dans un logement, c'est fondamental. Et c'est pour ça que c'est plus réellement du logement au sens propre du terme. C'est pour ça que nous, on préfère parler d'habitat. Pourquoi ? Parce que ces fonctions-là, ces équipements-là, ces services aussi qui vont accompagner le logement, ils ne sont pas nécessairement dans l'espace du logement. Ils peuvent être à l'extérieur. Ça peut être une laverie, mais ça peut être aussi un café coworking au rez-de-chaussée de l'immeuble. Tout ça, ça fait partie de l'offre d'habitat qu'on va proposer. Donc, première chose, de quoi on parle ? On parle effectivement de quelque chose qui va de l'habitat, ou de l'habitat augmenté, si on préfère, pour essayer justement de le qualifier, pour ne pas tomber dans le piège du synonyme habitat égale logement, ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qu'on considère comme l'habitat augmenté, c'est effectivement ce triangle, ce triptyque entre des espaces, des services et des équipements. Et on voit très bien que l'architecte, c'est le spécialiste de la conception de l'espace. Mais ce n'est pas forcément lui le spécialiste de la conception du service aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus forcément lui le spécialiste de la conception de l'équipement. Et puis, il y a l'expérience d'usage dont on vient de parler à l'instant.
Donc cette expérience d'usage, elle est aussi fondamentale. Donc si on tire ces deux éléments qui sont a priori distincts, d'abord le triangle sur lequel on va intervenir, le triangle de l'habitat augmenté d'un côté, et on arrive à la question du comment. Et de comment, on passe par le par qui. Et là, on arrive à cette notion qui semble couler de source finalement, qui est l'idée de pouvoir co-créer, co-construire, mais pas seulement à deux, dans une forme d'écosystème bien pensé, avec une forme de méthode de travail, bien entendu, où chacun est à sa place, dans lesquels, dans cet écosystème, les habitants ont un rôle évidemment à jouer, mais les architectes aussi, les promoteurs aussi, les maîtres d'ouvrage, le monde universitaire, les artistes, d'autres gens comme ça ont des rôles importants à jouer. Et ça passe forcément par une phase d'inspiration qui est préalable ou qui est peut-être le premier élément même d'une phase de conception. Et si on change cette façon de voir les choses, si on part sur un mode de conception différent, revisité, moderne, du XXIe siècle, là, on va pouvoir travailler tous ensemble, les uns les autres. C'est pas abstrait, hein. C'est pas des choses qui sont extrêmement complexes. C'est mettre des gens autour de la table, de les faire réfléchir, de les faire s'inspirer, de les faire travailler. Une fois de plus, chacun à sa place. On ne demande pas aux habitants de devenir architectes, on ne demande pas aux architectes de devenir designers de services, on ne demande pas aux maîtres d'ouvrage d'être ni architectes ni habitants, mais tous ces gens-là, en tout cas, doivent pouvoir échanger sur une base commune, et c'est cet échange sur la base commune qui doit permettre une conception améliorée de ce qu'on peut arriver à faire aujourd'hui. On va revenir sur la notion d'habitat augmenté parce qu'elle est assez paradoxale à l'heure où on parle de surface qui se restreignent. Oui, il y a quelque chose d'assez intéressant dans le défi que ça représente. Sandrine Guégan, vous êtes d'accord avec Monsieur Jacques ? Entièrement, bien entendu, on partage. Et c'est vrai que dans les faits, et c'est là où on rentre, nous, dans une expérimentation, c'est comment faire bouger les lignes de notre métier. Je suis coopérative HLM, mais je fais le même travail qu'un promoteur privé, avec une population, par contre, qui est spécifique parce que c'est de l'accession sociale, donc avec des personnes sous plafond de ressources. On a eu l'occasion chez Keredes de faire également de l'habitat participatif, mais là, c'était de pouvoir générer l'implication d'acquéreurs dans des opérations qui sont contraintes dans un environnement de ZAC, avec un timing et avec des budgets très serrés, donc avec un prix de vente qui ne doit pas bouger. Donc c'était comment, avec chacun des partenaires et acteurs de l'opération, réussir à offrir aux futurs acquéreurs une implication dans leur logement, dans leurs usages, et comment nous, on peut le prendre en compte. Donc ça fait bouger les lignes des contrats des archis, qui nous accompagnent forcément un peu plus que sur un contrat habituel, de notre méthodologie de travail, même nous en interne. On s'est restructuré, ça demande aussi à nos commerciaux d'appréhender leur métier de commercial complètement différemment, dans le but qu'on ait cette démarche, à l'instar de l'habitat participatif, mais beaucoup plus cadré pour tenir des timings, des budgets, leur permettant quand même de donner leur note d'implication, de volonté d'usage, de personnaliser leur résidence, parce qu'on ne vend pas qu'un logement, on vend une copropriété, un bien en copropriété, un cadre total d'habiter, quoi. Alors Marjane, est-ce que précisément du côté des architectes, il y a une possibilité de s'ouvrir encore plus sur ces nouveaux usages, ces nouvelles demandes qu'on sent monter là, et même si c'est pas complètement nouveau, en tout cas ça s'affirme de plus en plus. Donc est-ce que dans la maîtrise d'œuvre, on peut répondre à ça Est-ce que oui, intellectuellement c'est évidemment possible, mais est-ce que vous en avez les moyens? Oui, effectivement, c'est là où ça devient même plus intéressant qu'avant, parce qu'avant on avait droit à un cahier des charges qui était défini, on nous le donnait, après il fallait venir faire une conception abstraite sur cette base-là, sans penser, sans avoir en face de nous finalement celui aussi qui allait habiter dedans. Et c'est en ça que c'est intéressant, je vous ai parlé exprès du mot programmation, parce que on est face à des injonctions contradictoires aujourd'hui. Il va falloir aller de plus en plus vers une sobriété, et que cette sobriété, comme ça passe aussi par la sobriété foncière, quelque part, il y a un malentendu. On pense qu'il faut faire des logements de plus en plus petits pour aussi répondre aux besoins, mais sur une assiette limitée. Et c'est là où il faut qu'on puisse travailler ensemble, et j'aime bien ce terme d'augmenter, habitat augmenté, pour voir comment on peut garder à minima la taille des habitats qu'on avait avant, qu'on ne les rétrécisse pas encore plus,
et venir faire le tri, à l'image du tri qu'on fait dans nos déchets ou dans notre vie aujourd'hui, faire le tri, de voir qu'est-ce qu'on utilise, combien de fois par semaine, par mois, par an, et qu'est-ce qu'on peut extraire de son logement et mettre en commun pour pouvoir avoir plus d'espace pour déambuler, pour se sentir mieux chez soi, mais aussi de repenser l'espace dans le sens du volume. Et pouvoir avoir un peu cette idée de Gaston Bachelard qui était que la verticalité avait beaucoup d'importance, d'avoir une racine dans une cave et pouvoir monter les étages et aller vers le haut. C'était un sentiment aussi de circulation qu'il faut pouvoir créer dans les espaces. Donc, tous ces sujets-là, ce sont des sujets qu'il faut pouvoir discuter avec l'usager pour pouvoir mieux adapter son logement, tout en prenant en compte que cet habitat qui doit être désirable doit être en même temps abordable et responsable. Désirable, abordable, responsable. Alors, Monsieur Lévy, tous ces mots, évidemment, ne peuvent que très bien résonner chez vous, non ? Oui, absolument. Ceci dit, je pense qu'il ne faut pas prendre la question de la participation des habitants uniquement comme une manière d'appropriation de leur logement futur, quoi. Et en fait, ce que ça veut dire en cachet, c'est qu'on a des espaces de plus en plus contraints, on a des coûts de plus en plus forts. Parfois, on les fait dans des actes ou dans des endroits qui ne sont pas forcément si désirables que ça. Et on pourrait avoir tendance à utiliser la participation finalement comme étant un moyen de redonner un peu de couleur et un peu de qualité à des choses qui n'en ont pas intrinsèquement en tant que telles. Et je pense que si on reste sur cette dimension-là, on passe complètement à côté des enjeux fondamentaux de ce que c'est que la participation et de qu'est-ce qu'on y fait en fait. L'enjeu d'habiter ensemble, c'est pas simplement d'occuper un logement en relativement bon voisinage avec ses voisins, c'est vraiment d'habiter un lieu et ça produit de la culture. Et si cette culture qui est produite, on l'interroge pas en amont, eh ben on va avoir recours à la culture dominante de l'habiter, c'est-à-dire le fait globalement de repli chez soi, d'individualisme et de régulation par les commis de marché ou par la police. C'est ça qu'on interroge. Et ce qu'on travaille dans l'habitat participatif, mais qui se développe de plus en plus sur les démarches de participation, c'est de construire en amont, c'est ça quand je vous parlais d'architecture sociale, c'est en amont de l'habiter, c'est de construire des relations qui progressivement vont construire une culture du dialogue. Vont construire, alors, une culture du dialogue qui, pour qu'elle fonctionne, elle doit s'accrocher à un projet de vie sociale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minimum d'affinité de projet. Ça ne veut pas dire d'homogénéité des personnes, mais c'est-à-dire qu'il faut que les personnes partagent un projet d'habiter ensemble. Et sur cette envie partagée d'habiter ensemble et de dire, OK, on va alors peut-être mutualiser, on va faire des économies, mais pas que. Il y a tout un ensemble d'échanges sociaux qui peuvent se construire dessus. Et puis il peut y avoir des investissements politiques, notamment développement durable, pour citer ceux qu'on va trouver dans tous les projets. Mais je vais dire quel qu'il soit. Quel que soit le projet politique, il faut qu'il y ait du projet qui permette de nourrir l'émergence d'une culture, et tous les outils qu'on utilise dans l'accompagnement, en fait, c'est des prétextes. Ils sont là uniquement pour mettre en place cette culture du dialogue qui, derrière, si elle est installée, d'une part, va durer bien au-delà de l'installation et de l'accompagnement des facilitateurs, mais en plus, ça se transmet une culture. C'est-à-dire que quand les gens s'en vont, ils sont remplacés par des personnes. Si tout le monde baigne déjà dans un mode relationnel qui fonctionne et qui est favorable, mais la personne, elle va s'imprégner. En fait, quand vous habitez dans un autre pays, vous allez vous imprégner de la culture dans laquelle vous êtes, et ça fonctionne naturellement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de développement personnel ou d'être facilité par des professionnels. Et à partir du moment où on commence à mettre en place cette culture et qu'elle se diffuse, je pense qu'on va beaucoup gagner en qualité d'habiter. Alors cette culture du dialogue, est-ce que dans l'enquête que vous avez faite, elle apparaît comme une sorte de demande absolue, une urgence ? Est-ce que vous avez senti ça ou non, que c'est plus prosaïque les points qui sont mis en exergue ? Alors, déjà, je voudrais revenir sur le caractère désirable du logement neuf, parce que dans tous les sites où j'ai dit qu'on a étudié et que c'était à chaque fois des contextes favorables, le logement neuf n'était pas le premier choix des acquéreurs, mais un choix sous contrainte. Le logement neuf ne les faisait absolument pas rêver. L'appartement neuf, puisqu'on a étudié que des opérations en logement collectif, c'est par un choix pragmatique qui s'est orienté vers cette offre, et notamment, ce qui pourrait paraître étonnant, en fonction du prix, parce que finalement, avec les aides TVA à taux réduit, frais de notaire offerts et la concurrence dans ces marchés
très tendu, le prix du logement neuf était très compétitif. L'autre avantage compétitif par rapport à l'existant, c'était la présence d'un extérieur qui faisait aussi ressembler le logement collectif à une maison individuelle, du coup, par la présence d'une grande terrasse, d'un jardin. Et puis, l'autre critère qui, pour le coup, a été déçu, c'est l'idée du clé en main. Je rappelle que votre enquête a été faite après le Covid. Hein. Enfin, oui, juste après le Covid. Juste après, oui. Sur l'idée des extérieurs et autres, ça compte quand même. Donc, et sur la question de la culture du dialogue, donc chacune de ces 4 opérations est très différente, et il y a des promoteurs dans certaines opérations qui ont été eux-mêmes moteurs de cette architecture sociale en amont de la livraison, puisque par exemple à Nantes, le promoteur a organisé un gigobitume avec les entreprises de construction, le concepteur, le promoteur et l'ensemble des copropriétaires. Et c'est vrai que ça a créé une culture, enfin un groupe en fait, un groupe de copropriétaires. Alors le promoteur s'en est peut-être mordu les doigts parce que du coup ils se sont coalisés à travers un groupe WhatsApp et ont remis en question un dispositif de parking partagé que le promoteur avait en tête. Mais en tout cas ils ont été d'emblée mobilisés, et ce qui a été très favorable aussi à la bonne santé de l'immeuble, puisqu'ils ont été actifs en tant que copropriétaires, en tant que conseil syndical dans la mise en vie de l'immeuble, et certains problèmes de gestion qui n'ont pas manqué de se faire jour à la livraison. En revanche, dans un autre immeuble à Toulouse, l'idée de la culture du dialogue, enfin, en tout cas, était vendue comme telle, puisqu'il y avait un espace partagé, un jardin partagé qui était mis à disposition des copropriétaires, avec un assistant à maîtrise d'usage qui était chargé d'accompagner les copropriétaires pour l'appropriation de ce jardin partagé, ce qui a fonctionné un temps avec 2 entrepreneuses de voisinage, pour reprendre l'expression d'un sociologue, Maxime Felder, qui ont été très actifs dans l'appropriation de ce jardin et la création d'un collectif pour l'appropriation de ce jardin, mais qui sont vite arrivés à un échec du fait de la commercialisation de l'immeuble, puisqu'en fait l'immeuble a été essentiellement commercialisé en dispositif de défiscalisation, donc à des étudiants qui sont absents et donc peu impliqués dans la dynamique de voisinage. Il n'y a que 10% de propriétaires occupants. Et également, ce jardin partagé a aussi été laissé à l'abandon parce que les copropriétaires avaient un enjeu plus important, qui est celui des malfaçons, et qu'ils devaient, en étant juste 10% de copropriétaires actifs, essayer de résoudre, et notamment une façade végétalisée qui n'a jamais pu être végétalisée, et des infiltrations dans les paliers aériens. Alors, Monsieur Jacques, votre groupe a été lauréat pour le réservoir, la transformation d'une tour d'habitat social, justement. Est-ce que vous avez pu le faire avec les habitants là? Est-ce que ceux qui y habitaient, ou ceux qui habitaient autour, ou ceux qui allaient imaginer y habiter, sont rentrés en contact avec vous dans des discussions avec les architectes et autres pour, je sais pas, définir déjà des besoins, dire tiens, nous on veut des pièces en plus, on veut un jardin partagé, on veut ceci, on veut cela. Est-ce que tout ça a eu lieu, ce processus, ou bien on est resté dans une approche finalement classique qui va donner un projet tout à fait intéressant au demeurant, mais comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé sous la forme d'une très très large et très très longue concertation. Qui a commencé avant le Covid, qui s'est poursuivie pendant le Covid et qui est encore en cours. L'idée des concertations qu'on met en place sur ce type de projet, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas à ce qu'on appelait avant, j'allais dire, la programmation, parce que je trouve que le concept même de programmation peut être largement remis en cause. Mais en tout cas, nous, on essaie de poursuivre le dialogue, puisque le mot concertation aussi il est un peu compliqué, mais de poursuivre en tout cas les échanges avec l'ensemble des parties prenantes, y compris évidemment les habitants au sens très large, pendant toute la durée du projet, et y compris après la livraison. Pas seulement en amont. Deuxièmement, la question c'est quand on parle des habitants, de qui on parle? Quand on parle d'une tour qui est située dans un quartier de logement social, on a 128 logements dans la tour, donc on a à la louche 250-300 habitants dans la tour.
Ce qu'on veut faire, c'est transformer la tour, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la tour telle qu'elle vivait il y a 2 ou 3 ans, quand on a commencé le projet, ou 3 ou 4 ans quand on a commencé le projet, l'utilisation de la tour, la façon dont les gens fonctionnent dans la tour n'est pas satisfaisante. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est évidemment, on va mettre personne dehors, c'est pas l'idée, mais on veut aussi rendre la tour attractive pour d'autres types de publics. Si on arrive et que la première chose qu'on fait, c'est de demander aux habitants de la tour ce qu'ils veulent, la première chose qu'ils vont nous dire, en gros, c'est rien. Hein. Ils sont pas si mal. Ils vont vous dire qu'ils veulent une cuisine neuve, qu'ils veulent des sols refaits, un peu de peinture et un peu d'isolement. Et ça s'arrêtera là. Ils vont pas vous dire spontanément qu'en rez-de-chaussée, ils veulent 1000 mètres carrés de tiers-lieux, ce qu'on va faire, très clairement, avec un café, un coworking, une présence 24/24, etc. Ils vont jamais vous dire ça. Pas plus qu'un... Vraiment, vous croyez qu'ils n'auraient pas plus d'imagination? Non, parce que même nous, on l'a pas. Je veux dire, c'est-à-dire que si, cette imagination-là, elle se fabrique dans la durée. Si vous aviez demandé dans les années 60 à un automobiliste ce qu'il voulait de nouveau pour sa voiture, personne vous aurait dit qu'il voulait des vitres électriques. C'est absolument absurde. C'est-à-dire que tout le monde se contentait tout à fait de tourner sa petite manivelle. Aujourd'hui, c'est non seulement un argument de vente, mais on aurait un mal fou à s'en passer. Donc, demander à un consommateur, quel qu'il soit, même en dehors du monde de l'habitat et du logement, ce qu'il veut, pour savoir ce qu'il veut réellement, c'est une erreur. Il faut l'observer, il faut regarder ce qu'il fait, comment il utilise son logement. Il faut l'interroger, il faut dialoguer avec lui, il faut tout ça, mais en tout cas, poser la question de manière directe, ça apporte jamais la bonne réponse, ça c'est sûr. Et puis, dans ce que j'ai... Donc, pour répondre à votre question sur la concertation, l'idée c'est ça, c'est que l'idée c'est de se parler, de comprendre, de voir l'ensemble des besoins et évidemment d'élargir au-delà des gens qui habitent l'objet en question ou qui veulent habiter l'objet en question. Je pense à la tour réservoir puisque vous en parlez. Si on s'intéresse qu'aux gens qui habitent la tour réservoir, on aura des réponses de gens de la tour réservoir. Ce qu'on a voulu faire, nous, c'est aller beaucoup plus loin, y compris aller interroger des gens qui habitent en centre-ville de la ville du Havre, c'est-à-dire à 20 km ou 15 km de la tour réservoir. Alors disons, qu'est-ce qui vous ferait aller tour réservoir ? Quel est l'élément central qui fait que demain, vous seriez capable de faire cette fameuse négociation avec soi-même, qu'on fait tous pour un logement, qu'on négocie toujours avec soi-même pour un logement, on se dit, finalement, si j'habite en centre-ville de Paris, je serai au 4e sans ascenseur ou 5e sans ascenseur, j'aurai tout petit, si je vais à Montreuil, j'aurai un petit peu plus grand, si je vais un petit peu plus loin, j'aurai un jardin. Cette négociation-là qu'on fait avec soi-même, on pose la question aux habitants du centre-ville, on leur dit, dans cette négociation-là, qu'est-ce qui ferait pencher la balance pour que vous, demain, vous ayez habité dans cette tour qui, aujourd'hui, est évidemment le dernier endroit où vous mettriez les pieds. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est la bonne question. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse ? On n'a pas la réponse on veut un coworking. Jamais. On a une réponse du type si je pouvais télétravailler depuis cet endroit-là, alors qu'aujourd'hui, je ne peux pas parce que je n'ai pas de bureau dans mon logement, là, ça pourrait peut-être m'intéresser. Si les gens qui habitent autour de moi sont des gens qui ne sont pas dans des difficultés sociales très graves comme celles qu'on a aujourd'hui, en tout cas pas que dans des difficultés sociales, une concentration de difficultés sociales très forte comme c'est le cas aujourd'hui, peut-être que j'irai plus facilement. S'il y avait des manifestations artistiques, culturelles, peut-être que j'irais plus facilement. Si j'avais un extérieur, peut-être que j'irais plus facilement, etc., etc. Et c'est comme ça qu'avec les habitants de la tour, les habitants du quartier, les habitants d'en dehors de la tour, les commerçants qui ont un rôle important à jouer, les collectivités, etc., enfin j'en passe, on arrive finalement, et ça, il faut que ça soit piloté. On ne peut pas laisser les choses se faire de manière... en tout cas, je comprends très bien que dans un projet d'habitat participatif, on fait une dizaine de maisons, et d'ailleurs nous aussi on le fait, ça peut fonctionner de manière totalement autonome. Mais quand vous travaillez sur des objets qui font comme ça des centaines de logements, il faut forcément qu'il y ait un peu un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, en l'occurrence, c'est le maître d'ouvrage. Et je pense que c'est le rôle du maître d'ouvrage d'animer tout ça, de structurer tout ça dans la durée, et y compris derrière, vous parliez tout à l'heure d'accompagnement, je trouvais ça très intéressant, l'accompagnement des jardins partagés dont vous parliez, et vous disiez juste derrière, finalement, quand l'accompagnement s'arrête, le jardin partagé s'arrête. Mais c'est une évidence, je veux dire, on le voit tous, on n'a pas tous envie d'être copains avec ses voisins, on n'a pas tous envie d'aller jardiner avec ses voisins. Moi, j'ai aucune envie, je vous dis franchement, d'aller jardiner avec mes voisins. Par contre, s'il y a une activité qui est proposée par un tiers, qui est animée par un tiers, auquel je peux ou je peux, si je veux, aller participer, moyennant éventuellement finance, je suis prêt à le faire. Marjane, évidemment, la question de la transformation, là, on va prendre ce cas-là particulier. Ce n'est pas le seul, mais aujourd'hui, on sait très bien que l'avenir est à la transformation, plus qu'à la destruction
fort heureusement, et à la construction neuve. Mais la transformation, on l'a toujours dit ici, on a fait une grande exposition, est un acte de création architecturale fondamental. Évidemment, à Bordeaux, le Grand Parc, après la tour Bois-le-Prêtre, c'est pour ça le réservoir, j'imagine que tout ça, c'est dans la tête, et des architectes, je n'ai aucun doute. Précisément, est-ce que tout ça, on sent que ça a irrigué au-delà du lieu de cette cité à Bordeaux? Est-ce que tu as pu noter que, franchement, maintenant, on regardait les choses autrement, que les élus avaient un autre regard sur un patrimoine des années 60, transformable, pour qu'ils deviennent désirables? Oui, les élus, mais aussi même les architectes. Vous savez, pendant très longtemps, les architectes, leur production en rénovation était leur production cachée. Aussi peut-être parce que les journalistes ne s'y intéressaient pas beaucoup et que les architectes n'affichaient que leurs projets neufs. Et finalement, ils faisaient un peu de rénovation. Pour eux, c'était alimentaire. Et aujourd'hui, c'est devenu un véritable sujet. Et ce qui est intéressant, c'est quand ils découvrent, ces architectes, à quel point ce terrain de jeu-là est intéressant aussi en termes de quantité de surface. Dans le sens où, effectivement, jusque-là, dans les cahiers de charges dont on parlait tout à l'heure, qui étaient imposés, on avait on en était à faire des T3 à 65 mètres carrés, enfin des espaces qui étaient très restreints. Et là, par le jeu de la transformation, on arrive aussi à convaincre un maître d'ouvrage d'offrir plus d'espace parce qu'il y a la contrainte des murs, parce que l'existant est là et impose ses lois également. Ça donne plus d'originalité aux logements qui ne ressemblent pas les uns aux autres et leur donne une qualité spatiale des fois beaucoup plus intéressante. Donc ça, c'est une nouvelle donnée aussi au niveau de la conception qui est intéressant pour les architectes qui sont de plus en plus heureux finalement de le faire. 87% des architectes en 2020 déclaraient faire de la rénovation. Donc ils ont ce savoir-faire-là et de plus en plus le désir de le faire. Après, aux yeux des élus, ça devient... oui, effectivement, les exemples leur donnent aussi des idées dans le sens de la densification, qu'il ne faut plus prononcer ce mot, et il faut dire intensifier un terrain. Enfin, on ménage, en plus de nos territoires, on ménage beaucoup les mots aussi pour pouvoir arriver à quoi? À une acceptabilité. Voilà. La notion de l'acceptabilité, c'est exactement ce dont vous parlez avec cette tour, mais qui est aussi dans le cas du neuf, c'est-à-dire que quand on arrive dans un endroit où il y a l'opération Locus Solus aussi au Grand Parc à Bordeaux, où ils sont venus pour densifier l'espace de logement social qui n'avait pas déjà au Grand Parc une très belle image, et de dire non mais en plus que vous êtes tous ensemble en train de galérer, on va vous rajouter un nouveau bâtiment qu'on va poser sur un parking aérien, et comment rendre acceptable ces arrivants, et ça aussi ça passe par ce partage. Ce rez-de-chaussée qu'on fait, que vous allez questionner le quartier, en fait, c'est aussi une offrande pour le quartier. Le quartier peut s'en saisir, venir l'utiliser, ça lui amène des services et ça rend ce nouveau bâtiment plus acceptable. C'est le même process qu'on peut avoir dans la transformation. Je m'éloigne du sujet de la transformation, mais tout ça, c'est très lié. Oui, c'est lié. Et voilà. Donc, bon, écoutez, on peut en parler longuement, mais je tenais à dire qu'aujourd'hui, l'ancien est un terrain de jeu qui est super intéressant et ça donne des possibilités. Une autre façon aussi de le penser, c'est de le penser réversible. De la même manière qu'aujourd'hui, on récupère un parking pour le transformer en logement, il faut aussi demain se dire que ces logements doivent pouvoir se transformer et devenir autre chose ou d'autres typologies de logements. Donc, ce sont des exercices qui sont intéressants à réfléchir. Alors je signale, je rappelle, parce que les architectes ici le savent, mais qu'à Saclay, c'est un autre enjeu, finalement, d'un campus, j'allais dire, de recherche. Précisément, une résidence étudiante faite par les Brutaires, justement, à imaginer comment, précisément, la ville d'après. C'est-à-dire qu'ils ont installé les étudiants et la partie du parking est déjà imaginée pour devenir du logement.
ou autre chose, un tiers-lieu, ce qu'on veut. Mais on voit bien que cette notion de la flexibilité de l'usage est intégrée dès la conception. Alors est-ce qu'à Rennes, par exemple, ces sujets-là, ces sujets sur lesquels vous travaillez, vous et autour de vous, est-ce que j'imagine que oui, puisqu'évidemment Euro-Rennes, tout ce qu'on voit se développer autour de la gare, il y a énormément de chantiers là qui s'imaginent. Quelle est votre approche du sujet? La transformation ? Oui. C'est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup, mais on n'a pas encore, nous, eu l'occasion. Alors, on a fait une opération de rénovation-extension au sein d'un QPV qui s'appelle Le Blône. C'est un des sujets sur lesquels on est en train de beaucoup réfléchir, notamment avec notre syndic de copropriété, puisque là, pour le coup, on a une connaissance de copropriété qui nécessiterait de pouvoir bénéficier d'un travail qui sera bénéfique à la fois pour remettre à hauteur thermique des résidences, mais tout en y incluant une modalité de financement qui serait par de la surélévation ou de l'extension. C'est comme ça que nous, on va l'approcher, plutôt cette approche de transformation du bâti existant par rapport à ce sujet d'habitat. Après, Euro-Rennes, là, on est vraiment, par contre, dans un renouvellement urbain très intense, avec une programmation mixte assez imposante, avec du tertiaire, du logement, des équipements, dans un urbanisme très marqué, et des contraintes de voies ferrées à côté. Donc là aussi, on a nous aussi des programmes en cours, notamment en accession sociale BRS, avec Rennes Métropole. Ce sont des projets qui sont plutôt longs, puisqu'on ne peut pas les faire seuls. Nous, coopérative HLM, on est forcément associés en copromotion avec des acteurs du privé, puisque moi je ne peux pas faire de tertiaire, et on est sur des programmes complexes, imbriqués. Mais ça fait partie des sujets de demain, au-delà. Enfin, on est dans l'air du temps. Il faut qu'on se replonge sur cette notion de comment demain on interviendra dans cette transformation des sites déjà existants. Alors, Monsieur Lévy, je voudrais revenir sur ce mot désirable, parce que vraiment, il y a tellement de gens qui pensent encore que les quartiers sont indésirables, au sens précisément parce que les conditions d'habitabilité ne sont pas réunies. Est-ce que, précisément, dans votre groupe, vous travaillez là-dessus plus que jamais, j'imagine, puisque là, les gens participants, ils définissent une sorte, je dirais pas d'Éden, mais pas loin, quelque part. Les conditions de l'habitabilité sont la base même de votre action. Non ? Est-ce qu'on peut l'imaginer comme ça ? Le mot désirable. Avec Habitat Participatif France, on a un programme sur l'habitat participatif dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, avec justement cette question-là. C'est-à-dire, on dit, est-ce que finalement, dans des endroits qui sont réputés pas désirables, qui cumulent un petit peu les handicaps, à la fois parce que ça rentre dans la politique de l'ANRU, d'amener de la classe moyenne et puis de diversifier la population, mais aussi parce qu'on espère que finalement l'image de l'habitat participatif va amener un petit côté de dynamique collective, mais aussi un petit côté de fun, peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on se dit que peut-être que l'habitat participatif pourrait faire du bien dans certains quartiers. Ce qui est vrai quand ça se monte, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'expériences. Alors, Saint-Étienne, notamment les Castors du Cré-du-Roc, je crois que c'est l'expérience qui est la plus réussie en la matière, où dans une zone qui était particulièrement difficile, sur lesquels tous les projets promoteurs s'étaient cassés la gueule parce que personne ne voulait habiter là, qu'il y avait de la délinquance, du trafic de drogue, etc. Un groupe s'est décidé, a réussi à développer son projet à l'autopromotion et à résister finalement à une petite hostilité qui n'était pas forcément contre eux, mais enfin voilà, qui était présente et a réussi à faire tache d'huile. Et aujourd'hui, le projet s'est considérablement, le quartier s'est considérablement amélioré, requalifié. Les projets promoteurs sont repartis et il y a un deuxième projet d'habitat participatif qui est en cours. Donc oui, le fait d'amener de l'habitat participatif dans certains endroits qui ne sont pas désirables peut avoir des effets positifs. Mais les effets positifs, ce n'est pas parce que l'image habitat participatif rend désirable. C'est parce que les gens qui s'y engagent comme acteurs ont une action en tant qu'acteurs collectifs très positive sur le quartier. Il faut dire qu'ils s'y impliquent, ils discutent, ils essayent d'expliquer.
Et à l'inverse, quand ça arrive aussi un certain nombre de fois, quand on se dit simplement, voilà, on a un projet qui est top-down, qui n'est pas un projet qui vient des habitants, mais on se dit, on va mettre un habitat participatif à tel endroit parce que ça va permettre de redorer un peu l'image du quartier, ou parce que aucun promoteur veut acheter ce terrain. C'est des fois vraiment, on ne sait pas à qui le refourguer, donc on propose à de l'habitat participatif. Clairement, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'habitat participatif ne va pas venir compenser un trop fort déficit de handicap lié à la localisation. C'est pas une baguette magique, quoi. Enfin, sinon on le saurait et tout le monde le ferait. C'est un moyen de considérer les habitants comme des adultes, comme des acteurs, de leur laisser la place. Et l'imagination, on en parlait tout à l'heure, c'est pas que les gens n'ont pas d'imagination, c'est qu'ils ont une imagination à la hauteur de leur pouvoir d'agir. Quand on se sent impuissant, on a une imagination qui est limitée à sa cercle d'impuissance. Quand on se sent en capacité d'avoir prise sur les événements, d'être pris au sérieux, de pouvoir discuter et de proposer des choses, il faut les arrêter, les habitants, parce que des idées bizarres, ils en ont. C'est plutôt l'inverse, quoi. Ils ont énormément d'imagination. Et dès qu'ils commencent à se dire « Ah ouais, on va peut-être pouvoir réaliser des trucs », alors là, ça se met à avoir beaucoup d'idées, peut-être au-delà de ce qu'ils sont capables de faire. Donc ce n'est pas un problème de manque d'imagination ou de manque de recul, c'est un problème de pouvoir d'agir et d'être pris au sérieux. Et aussi, je reviens dessus parce que pour moi vraiment c'est important, vous posiez tout à l'heure, je profite pour répondre aux questions auxquelles je n'ai pas répondu quand vous avez posé la question aux autres, mais quand vous demandiez si finalement cette culture du dialogue, on la retrouvait dans les terrains d'enquête de Sylvaine Le Garec, bon, je suis à peu près sûr que non, c'est pas la culture dominante, la culture du dialogue. La culture de la copropriété, c'est une culture anti-dialogue. Tout est fait pour permettre à des gens qui habitent ensemble, qui partagent ensemble le même immeuble, de leur faire croire qu'ils sont seuls chez eux et qu'ils sont dépendants de personne. Et les renfermer dans une culture de l'individualisme. Donc en fait, on a des systèmes à la fois juridiques, mais aussi culturels, qui sont intégrés. Il y a un inconscient collectif derrière la copro qui est presque un frein au dialogue. Donc il ne faut pas s'étonner que dans les endroits où en plus il y a un certain nombre de difficultés, que ce soit compliqué. Voilà, après, on pourra passer sur le terrain des solutions, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Non, mais juste peut-être, si je peux rebondir directement, je pense qu'il faut vraiment faire une différence forte entre ce que vous pratiquez, qui est de l'habitat participatif au sens vraiment strict du terme, c'est-à-dire que vous avez un groupe de personnes qui décident de construire ensemble et de former copropriété ensemble, j'allais dire soit à partir de rien, soit à partir d'un terrain qu'ils trouvent, soit à partir d'un bâtiment existant, etc. Mais en tout cas, il y a une sorte de groupe à peu près existant, en gros, qui décide de se constituer et de mener un projet ensemble. Et ça a évidemment toutes les vertus de la terre. Et effectivement, comme vous le disiez, ça peut aussi avoir une influence qui déborde la simple copropriété en question sur le quartier. Ce que je disais tout à l'heure, ce n'était pas du tout en opposition à ça. Je disais simplement qu'aujourd'hui, ça ne représente mécaniquement qu'une faible partie des interventions urbaines. La plus grande partie des interventions urbaines qu'on a à faire aujourd'hui, ce sont des interventions urbaines sur des grands immeubles qui sont déjà existants, qui sont déjà habités, et sur lesquels, pour autant, la participation des habitants est fondamentale. Mais cette participation des habitants, elle ne se fait pas dans une logique d'habitat participatif au sens strict du terme. Elle se fait au sens d'une contribution forte des habitants, au même titre que d'autres acteurs qui sont eux-mêmes clés dans le dispositif, pour fabriquer un objet qui, au final, soit désirable. Et si on parlait de la désirabilité des quartiers, qui est un élément fondamental, le quartier, l'emplacement, quand on dit souvent le commerce, c'est l'emplacement, on le dit parfois sur l'immobilier également, c'est pas entièrement vrai. On voit bien qu'il y a des choses qui viennent compenser ça. On est prêt à aller habiter à un autre endroit, un endroit un petit peu moins désirable, si par contre ce qu'on a en échange est plus désirable. Jusqu'à présent, ce qu'on mettait en échange, c'était surtout l'espace, c'était surtout le logement lui-même. C'est le logement qui était mieux, et donc on acceptait d'aller vivre dans un endroit qui était moins bien. Et bien, je pense qu'il faut dépasser cette logique-là, aller plus loin et ne plus se contenter du logement, mais que la promotion immobilière, les acteurs de l'habitat abordable, etc., se concentrent aussi sur comment on transforme les quartiers, comment on amène de nouveaux commerces, comment on amène de nouveaux services, comment on amène de nouveaux équipements. Et c'est tout ça qui va rendre le quartier globalement plus attractif et qui va finalement amener la désirabilité dont vous parliez tout à l'heure.
Sylvain Le Garrec, vous confirmez ce qu'on entend là, que les gens sont prêts à réévaluer la situation en fonction du service qu'ils auraient? Alors, les acquéreurs, quand ils cherchent un logement dans les grandes métropoles, en fait, la localisation est assez pragmatique. Et ce qui est vraiment flagrant, c'est que dans les bulles de vente, ils s'intéressent à l'accessibilité en transport, mais ils cherchent très peu d'informations sur le quartier. Le quartier, c'est vraiment l'échelle d'appropriation qui intervient en dernier lieu, quand déjà ils arrivent à se sentir chez eux. Et là, ils sont en mesure de s'approprier le quartier et de devenir des acteurs du quartier. Et je rebondis sur cette notion de désirabilité, puisque j'ai dit en introduction que justement le logement neuf qu'on achetait sur plan n'était pas pour eux a priori désirable, mais justement tout leur travail, ça va être de le rendre désirable. Et parce qu'en fait, c'est l'investissement le plus cher, le plus coûteux au niveau économique et au niveau émotionnel de leur vie. Donc ils ont tout intérêt à le rendre désirable. Donc vous n'aurez pas, je pense, de manifestations dans la rue d'habitants, d'acquéreurs du logement neuf, parce qu'ils font tout ce travail. Donc nous, on a parlé de désenchantement et travail de réenchantement. Ce qui fait que quand on les interroge dans le temps long, 2 ou 3 ans après leur emménagement, ils sont satisfaits de leur logement, à moins qu'il y ait des malfaçons qui ne soient pas encore résolues. Mais globalement, ils sont satisfaits, mais c'est de leur fait, et c'est pour ça qu'on peut vraiment les associer à des producteurs du logement, parce qu'ils le rendent désirable, et notamment une des dimensions, ça va être par exemple... tous les acquéreurs qui se projettent sur le temps long et qui envisagent ce logement comme l'aboutissement de leur trajectoire résidentielle, c'est qu'ils ont une pièce en plus. Une pièce en plus par rapport à la taille de leur ménage, où ils peuvent faire chambre d'amis, avoir un bureau. Et même les acquéreurs qui n'avaient pas les moyens d'acheter une pièce en plus ont réussi à l'aménager en mettant leurs 2 jeunes enfants dans la même pièce et en s'aménageant cette pièce en plus. Autre élément aussi qui va favoriser la satisfaction et le réenchantement de leur logement, c'est aussi cette fameuse culture du dialogue et ce travail collectif. En effet, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, pour être spécialiste de la copropriété, la loi du 10 juillet 65 qui régit nos copropriétés a été pensée pour favoriser le maximum la liberté individuelle et de minimiser au maximum la prise de décision collective. Cependant, il y a bien des entrepreneurs, des copropriétaires, y compris dans le logement acquis sur plan en VFA très ordinaire, qui vont devenir des leaders de la copropriété. Et là, en l'occurrence, il y a un exemple à Paris où c'est 3 femmes qui s'investissent au sein du conseil syndical dans un immeuble qui n'a pas été correctement fini et qui finissent littéralement l'immeuble avec les entreprises en assurant elles-mêmes la levée de toutes les réserves, parce que le promoteur n'instaure pas cette culture du dialogue. Je pense que la culture du dialogue, c'est la culture du dialogue entre les propriétaires, mais ça demande aussi aux promoteurs de revoir ces process. Et par exemple, il y a un exemple de coopérative HLM où je pense que cette culture est plus facile, est plus ancrée dans la culture professionnelle que chez des promoteurs privés, où justement les promoteurs ont prévu d'emblée un service après-vente avec un budget pour la levée des réserves, un responsable du service après-vente qui est capable de réagir tout de suite. Et ce processus-là favorise cette culture du dialogue. Et donc je pense qu'il y a plein de manières de favoriser cette culture du dialogue. Ouais, je vais rebondir dessus. Je vais rebondir sur 2 sujets. Cette notion de pièce en plus que je trouve assez intéressante. Mais quand on est confronté à de l'accession sociale avec des budgets quand même limités, il est rare que nos acquéreurs puissent s'acheter justement la pièce en plus au sein de leur logement. Et c'est ce que permet également ces programmes en démarche participative. C'est ce qu'on leur offre, puisqu'on leur offre un volume d'espace partagé sur lequel ils vont travailler tout au cours de la conception et au cours du chantier pour savoir ce qu'ils veulent en faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une pièce en plus, mais tous ensemble, en fonction de la pièce en plus, ça sert à quoi? C'est quoi son usage? C'est quoi sa fréquence d'usage? On se rend compte que potentiellement, des espaces partagés à plusieurs
peu répondent à ces usages-là, et au final, c'est peut-être pas au sein de leur logement, mais ils en ont quand même l'usage. Et ça, c'est super intéressant. Par rapport au process, alors nous, on inclut des démarches participatives dans beaucoup de nos programmes, ce qui nous permet d'avoir des échanges avec nos acquéreurs dès la conception, mais pas que, puisque là, on inclut, nous, les acquéreurs, dans une démarche dès la commercialisation, d'échange même avec l'architecte, puisqu'on propose en accession sociale, qui n'est chez nous pas ouvert à TMA, il faut quand même le savoir aussi, plusieurs choix d'options qui ont un impact sur leur usage de logement. Et ces usages-là, les choix d'options qu'ils peuvent faire, ils sont discutés aussi avec l'architecte pour voir bien les incidences que ça a sur leur habitat de demain. Et après, on travaille avec une acculturation au quotidien de leur résidence, tant dans la conception que sur des visites de chantier quotidiennes, ce qui permet aussi aux gens de se rencontrer. On parle de moments de courtoisie, de convivialité, au-delà d'ateliers thématiques sur lesquels on va travailler avec eux sur ce qu'ils veulent faire de leur partie commune. Alors je mets partie commune et espace partagé parce que, enfin, on n'oublie jamais quand même que les espaces de déambulation sont des espaces de rencontre. Donc comment on les travaille avec les architectes, comment on leur donne un peu plus d'espace pour qu'ils puissent s'arrêter et discuter. Donc tout ça, c'est travaillé en cours de conception avec eux. Et le plus important, en effet, qu'on conçoit aujourd'hui, c'est ces temps d'échange qu'on peut avoir informels entre tous les acquéreurs. Ils ne sont pas tous intéressés sur toutes les thématiques qu'on peut leur donner sur les travails en atelier d'usage ou ateliers spécifiques avec des thématiques sur gestion des jardins, traitement des jardins, ou qu'est-ce qu'ils veulent en faire, leur salle commune ou les espaces partagés qu'ils veulent gérer demain. Cela étant, ils sont souvent très nombreux à ces moments de convivialité et ça crée vraiment cette notion de groupe. Et ça amène à cette notion aussi d'apprentissage de décision collective. Alors là, pour le coup, on se fait toujours accompagner d'un tiers extérieur sur ce sujet-là. C'est au-delà de pouvoir se rencontrer et d'échanger, c'est qu'à un moment donné, ils vont être confrontés à devoir se positionner pour le collectif et pas pour l'individuel. Et tout le cheminement qu'on fait pendant toute l'année de chantier, les 1 an et demi de chantier la plupart du temps, elle est pour les accompagner sur cette position de prise de décision collective. Et nous, derrière, on a le syndic qui prend le relais sur l'année de parfait achèvement pour justement finaliser ce travail sur tout ce qui est gestion de leur copropriété et gestion des espaces partagés avec notre assistant à maîtrise d'usage, AMO pour nous, AMU pour eux, qui leur permettent de définir et de se positionner collectivement sur des choses qui sont après arrêtées dans un règlement de copro, validé en AG pour la continuité au-delà de l'année de parfait achèvement. Alors la pièce en plus, c'est vraiment un thème pour les architectes. Je veux dire, ils sont nombreux à avoir déjà travaillé là-dessus, à Nantes, à Grenoble et autres. Je pense à Sophie Delay, à Héro Arnaud et bien d'autres, évidemment, qui ont toujours essayé, alors que c'était pas au programme, d'inventer cette pièce en plus. Alors dans le cadre qu'on a défini tout à l'heure de exiguïté des surfaces, là il y va d'un défi, d'une performance assez extraordinaire. Il faut rendre hommage quand même à tous ces architectes qui poussent plus loin les limites pour y arriver. Alors justement, Marjane, est-ce que là il n'y a pas quelque chose qui peut les aider et qui peut rassembler tout le monde, rendre le logement désirable parce qu'il offre toujours une pièce en plus, par exemple? Oui, comme j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est un point de vigilance surtout aujourd'hui. Parce que la pièce en plus, tout le monde est autour de la table convaincu que c'est un plus. On est content de pouvoir héberger ses amis, ses enfants, en plus de son logement. Mais ce que nous, on voit sur le terrain, c'est que ce prétexte de la pièce en plus devient un prétexte pour réduire la taille des logements. Donc, il ne faut pas, par le fait qu'on veut mettre en commun certains services, que de l'autre côté, la commande nous demande de plus en plus de réduire encore la qualité spatiale des appartements. L'idée des pièces en commun, c'est vraiment pour dégager de l'espace supplémentaire pour qu'on puisse déambuler et mieux s'approprier son espace intérieur, lui donner des fonctions multiples, autres. Donc ça, c'est un point de vigilance des architectes. Moi, j'en profite d'être ici pour en parler, d'avoir des maîtres d'ouvrage pour dire ne faites pas ça, c'est pas ça l'idée, quoi. Vous le savez, mais disons-le tous ensemble. Ça, c'est une chose.
Et l'autre point de vigilance, juste pour venir un cran en arrière dans la discussion, c'est par rapport à l'habitat participatif ou les copropriétés. Moi, je constate aussi, un autre point de vigilance, une forme d'entre-soi, quand même, qui se crée par ce type de système. Vous parlez beaucoup de dialogue et vous combattez ça. Je vois bien, vous souhaitez créer une mixité sociale et de dialogue, mais dans les faits, ce que je constate, c'est qu'il faut coopter finalement. Les gens qui viennent, ils ne viennent pas de nulle part. On appelle les copains, on a un groupe de copains, on monte ça ensemble, du coup on veut bien jardiner ensemble. Mais est-ce que la mixité sociale est préservée par ce modèle-là? Je vous titille exprès parce que je suis sûre que vous avez des réponses, mais c'est pas évident. Dans les faits, souvent quand les gens sont pas pareils, certains au milieu de l'aventure laissent tomber, ils s'en vont. Et pour que d'autres reviennent rejoindre l'aventure au milieu de l'aventure, c'est très compliqué. On fait appel aux copains et c'est difficile que ce soit des inconnus qui viennent avec des horizons professionnels ou sociaux différents. Alors, Pierre Lévy, là, il va falloir répondre. Parce que... Je suis directement interpellé, je suis obligé de répondre. Oui. D'autant plus que je suis absolument convaincu que vous invoquez tous les préjugés, pour ne pas dire clichés. Il y a un peu de vécu. Mais je pense que c'est fait exprès pour provoquer la réaction. Sur l'habitat participatif, il y a une part de vrai, évidemment, dans le sens où les candidats à l'habitat participatif, globalement, ils se recrutent dans les classes moyennes et plutôt dans les créatifs culturels, un peu écolo, etc. Après, une fois qu'on a dit ça, ça laisse quand même un bon 20-25% de la population et ça va en réalité au-delà. Parce que les motivations pour entrer dans l'habitat participatif, c'est pas juste d'avoir des copains bobos écolos qui pensent comme ça. Vous seriez surprise de voir la diversité des opinions politiques. Chez moi, dans l'habitat participatif, je ne discute pas politique. Hein. On va s'engueuler. Et ça va loin. Il y a des gens qui contestent le réchauffement climatique. Ça paraît assez aberrant, mais c'est vrai, quoi. Ou d'autres sujets comme, bon, après, je ne vais pas rentrer dans des trucs trop personnels, mais sur l'accueil des migrants, etc., on est sur des points de vue qui sont juste diamétralement opposés. Donc, il ne faut pas penser que l'entre-soi, il soit si fort en habitat participatif. Et il ne faut pas penser non plus que les mécanismes classiques du marché ou du logement social ne produisent pas d'entre-soi. Parce que c'est exactement l'inverse. Je veux dire qu'il y a beaucoup plus d'entre-soi, finalement, dans une ville nouvelle qui commercialise avec un certain type de produits extrêmement segmentés et qui va recruter soit que des investisseurs Pinel, soit que des gens qui sont en préaccession à la propriété, soit... C'est fini. Voilà. C'est fini. Bon, je suis désolé je retarde un petit peu, mais enfin, vous avez compris l'idée. Et malheureusement, les mécanismes qui sont derrière, eux, ne sont pas terminés. Hein, ils sont toujours bien présents. Ou dans le 16e arrondissement, regardez la sociologie d'un immeuble, vous verrez que l'entre-soi, il est autrement plus costaud dans un habitat participatif. Donc ça, c'est effectivement... Bon, après, le fait que quand on vit ensemble, on se construit, je reviens sur cette histoire de culture commune, donc il y a des bases de dialogue et que finalement... quand ça se passe à l'échelle d'un immeuble, le fait qu'il y ait des points communs entre les personnes qui partagent un certain nombre de choses qui fait qu'ils sont contents de vivre ensemble, pour le coup, je pense que ça contribue à la désirabilité de l'habitat. Je veux dire que l'habitat, c'est pas que des murs, c'est des voisins. Et si, parce qu'on a une injonction à l'anticommunautarisme, il faut surtout pas qu'ils se ressemblent pour que ça corresponde aux critères de la République, on se plante complètement. Enfin, je veux dire qu'il faut aussi que les gens ils aient des trucs à discuter entre eux, qu'ils aient envie d'habiter ensemble. Donc que ça produise un peu d'entre-soi, entre guillemets, c'est plutôt de l'entre-soi de projet hein, que de trajectoire sociologique. En fait, c'est plutôt pas mal. Et quelque part, peut-être c'est ça qu'il faudrait aussi ramener à des endroits où il y en a moins. Là encore, je suis désolé, je réponds un peu... Quand j'ai l'opportunité d'avoir le micro, mais je voudrais, quand on veut cantonner l'habitat participatif à finalement quelques bobos qui font ça, ils sont 10 de leur coin, donc ça marche, c'est super, mais en fait c'est absolument pas extrapolable au reste de la société. Tübingen, en Allemagne, 80% de la production neuve, c'est de l'habitat participatif, c'est de l'autopromotion. Au Canada, c'est 350 000 ou 400 000 logements en coopérative d'habitants. C'est-à-dire que dès qu'il y a une politique publique qui permet, suffisamment durable, qui permet de structurer une filière de production et qui permet de construire l'architecture sociale, c'est-à-dire la culture du vivre ensemble qui va avec, ça marche. C'est essentiellement culturel, essentiellement un choix public et politique de dire que on veut une économie de marché qui fonctionne avec le minimum d'intervention possible des habitants. C'est un choix. Alors après, on est d'accord ou pas, mais c'est vraiment politique, quoi. C'est pas une question d'impossibilité technique.
On est d'accord, d'ailleurs je vais aller dans votre sens, la capitale des coopératives de logement, elle est en Suisse et dans la capitale de la finance. Zurich, c'est quand même là où 40 000 logements sous forme participative ont été de coopératives d'habitat extraordinaires par l'architecture. Parce que c'est ça la question que j'avais envie de vous demander, c'est qu'à un moment, est-ce que ça fabrique de l'architecture ? C'est quand même une question assez légitime ici. La question est légitime et la réponse est ça peut. Ça peut et ça peut ne pas. Ça va dépendre évidemment des personnes, des contextes, de l'architecte qui va être sélectionné par le groupe, des raisons pour lesquelles il a été choisi, des moyens financiers du groupe, des contraintes urbanistique aussi qui restreignent fortement les possibilités de créativité. Hein. Mais après, si vous ouvrez un bouquin sur les habitats participatifs, vous allez voir des architectures qui sont, en tout cas à chaque fois, assez dénormées, quoi. Qui sont, après, les questions de goût, c'est beau, c'est pas beau, c'est pratique, c'est pas pratique, j'ai envie de dire, ça appartient un peu à chacun. Mais à chaque fois, il y a une réflexion spécifique. Elle a pu rater, mais elle a lieu. Ce qui n'est pas forcément le cas dans de l'habitat standardisé. Et parfois, ça donne des résultats qui sont tout à fait. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de réflexion. Hein, je suis trop caricatural. Je m'en excuse. Je retire ce que je viens de dire. Il y a évidemment de la réflexion dans l'habitat standardisé aussi. Ça, je le retire. Je n'assume pas ce que je viens de dire. Mais en tout cas, c'est sûr c'est sûr qu'il y a des choses originales qui naissent tant que les marges de manœuvre urbanistique et d'acceptabilité le permettent. Alors, il a lâché un mot, dénormé. Vous avez entendu. Donc, ouais, mais c'est pas si ça vous ennuie pas, c'est pas là-dessus que je voudrais réagir. Parce que là, ce qui m'intéresse profondément dans la question qui était de Marjane tout à l'heure, c'est finalement de se poser la question du ghetto quelque part. De se dire, ok, est-ce qu'on n'est pas en train de créer des formes nouvelles de ghettos, en gros, qui ne sont pas forcément des ghettos de pauvres, mais c'est des ghettos de classe moyenne ou des ghettos de etc., etc. Donc, je pense que la réponse à cette question-là, elle est fondamentale et elle rejoint votre interrogation sur comment est-ce qu'on fait quand on industrialise finalement ce type de construction. Tout dépend où on se place. La vraie réponse, c'est ça. La vraie réponse, c'est où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est à l'intérieur d'une ville? Est-ce qu'on est dans un centre-ville? Est-ce qu'on a des rues autour? Est-ce qu'on a ce genre d'environnement urbain? Ou est-ce qu'inversement, on est ailleurs? C'est-à-dire ailleurs, est-ce qu'on est dans des zones suburbaines, dans des quartiers de logements sociaux, etc. Ça, c'est extrêmement bien décrit. Le phénomène de ghettoisation, le seul endroit où personnellement je l'ai lu bien décrit, c'est dans le livre de Jane Jacobs, Vie et mort des grandes villes américaines, où elle explique comment ça fonctionne. Elle dit voilà, on crée, que ça soit d'ailleurs une cité-jardin d'ailleurs ou des cités verticales, c'est un peu le même problème, on finit par créer des endroits où il n'y a pas de rue. Comme il y a des endroits où il n'y a pas de rue, les gens ne se croisent pas. Comme les gens ne se croisent pas, il n'y a pas cet endroit finalement où on peut avoir des petites conversations toutes simples, tu as vu le temps, je viens acheter ma baguette de pain, etc. Donc quand on habite dans ce type d'endroit, on ne croise pas ses voisins. Le seul endroit finalement où on peut avoir une conversation habituelle, ordinaire, toute simple, c'est où? C'est tout simplement chez soi. Et donc à partir du moment où le seul endroit où on peut avoir une sorte de vie sociale, c'est chez soi, pardon, c'est dur à dire, qu'est-ce qui se passe? Il faut ouvrir la porte de chez soi, c'est-à-dire ouvrir son intimité à l'autre pour pouvoir se parler. Et à qui est-ce qu'on ouvre la porte? À qui est-ce qu'on ouvre la porte à l'autre? L'autre, il faut qu'il nous ressemble. On ouvre la porte à ses clones. Et donc là, on va commencer à créer des communautés de gens qui s'ouvrent la porte les uns aux autres. Que ce soit dans une cité-jardin ou que ce soit dans une tour d'immeuble. À partir du moment où on ouvre sa porte à des gens qui nous ressemblent, les gens qui ne nous ressemblent pas, ils vont rester un moment, ils vont partir. Et ils vont être remplacés par des gens qui ressemblent aux gens qui sont là. Et c'est ça le mécanisme de la création du ghetto. Et le mécanisme de la création du ghetto, il marche sur des ghettos entre guillemets de gens modestes ou qui ont des difficultés sociales, mais il marche aussi sur des pavillons. C'est la sociologie du barbecue. On n'invite pas les gens, alors pour le coup on laisse un peu moins rentrer dans l'intimité parce que c'est à l'extérieur, donc on n'a pas besoin de les faire rentrer dans la maison, mais c'est ça, la sociologie du barbecue, c'est on invite ses voisins de la petite maison d'à côté et de la petite maison d'à côté et on se voit. C'est pas comme ça qu'on fait de la diversité sociale. Donc une fois qu'on a dit ça, ça revient à dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Comment on peut amener de la diversité à ces endroits où on voit bien que ce mécanisme-là, il est infernal, il est quasiment incassable? Le seul moyen, c'est de refaire ville. C'est de refabriquer de la ville à ces endroits. Et refabriquer de la ville, ça consiste avant tout à refabriquer des lieux où les gens vont pouvoir s'arrêter et se croiser.
C'est ça qui est fondamental. Si on recrée du facteur de collision, comme on dit, si on recrée de l'endroit où les gens vont se percuter, vont pouvoir se parler, vont pouvoir se rencontrer, même quelques secondes, même quelques minutes, on refabrique de la ville. Et ça, on y arrive en mettant des lieux de travail, en mettant des tiers-lieux, en favorisant en soutenant les commerces qui sont encore là, parce qu'il y en a encore qui survivent. Et c'est ça l'habitat, en réalité. C'est ça, faire de l'habitat. C'est pas réfléchir uniquement en termes d'architecture. Évidemment que l'architecture, elle est fondamentale là-dedans. Évidemment qu'elle est fondamentale, mais elle n'est pas seule. Et si on ne pense pas les choses globalement, et si on ne les pense pas au moment où on construit, où on réhabilite, où on refabrique de l'urbain, où on refait un jardin public à tel endroit, si on n'a pas à l'esprit ça pendant qu'on le fait, si on ne le fait pas à plusieurs en plus, ben on n'y arrive pas, et on retombe dans cette histoire de ce cercle infernal où on va refabriquer des morceaux de villes qui ne fonctionnent pas, qui ne sont plus des villes d'ailleurs en réalité, qui ne sont plus vraiment urbains. Est-ce que vous ne croyez pas que justement la bonne architecture, c'est celle qui est génératrice d'espace public, justement celle qui justement ne se limite pas, j'allais dire, à la porte du logement, mais qui va plus loin, qui offre, qui fait venir la ville dans l'opération. Quand on voit tous les digicodes que tout le monde met en place, que toutes les Christian de Port-en-Parc a réalisé une des opérations les plus extraordinaires en France, à Paris, en installant 130 logements autour d'une rue, ce qui n'était pas demandé au programme. Eh bien aujourd'hui, cette rue est fermée. Parce que les habitants ont demandé à ce qu'il y ait des digicodes. Donc là, il y a quand même un problème, vous voyez, où la générosité, je veux dire, d'un projet est niée par l'usage. Ça c'est quand même problématique. Alors, oui et non. Oui et non. C'est problématique parce qu'il y a une forme de nature humaine qui pousse à l'individualisme, à tout ce qu'on veut, etc. Il ne faut pas être angélique par rapport à ça. C'est pour ça que, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de tiers pour animer tout ça, si on compte sur la bonne volonté des gens, sur l'autogestion des lieux et du système, on n'y arrive pas. Il faut forcément qu'il y ait un tiers régulateur qui soit derrière pour dire non, on ne met pas de digicode. Non, pourquoi on ne met pas de digicode? Parce qu'on est capable de maintenir la sécurité sans digicode. On sait le faire. Et évidemment, oui, l'architecture, elle doit être totalement ouverte, elle doit être de plus en plus ouverte et elle doit sortir des limites du bâtiment, sortir des limites du programme. Et c'est pour ça que, je le dis, je sais qu'il y a M. Aubin qui est là, il y a d'autres gens, il y a d'autres architectes dans la salle. Aujourd'hui, en tant que maître d'ouvrage, nous, on voit réellement, on peut faire deux catégories d'architectes. Vraiment très facilement. On a la catégorie d'architectes qui vient nous voir et qui nous dit « Bonjour, donnez-moi votre programme ». Alors moi, je ne sais pas faire. Honnêtement, 9 fois sur 10, je ne sais pas faire. Je ne sais pas dire « Voilà quel est mon programme ». Mon programme, moi, je sais dire « Ok, j'ai une idée, j'ai une vision, j'ai un terrain, on a collectivement un terrain, on a collectivement un projet, on a collectivement telle population que ça intéresse, mais je suis incapable de faire le programme, je veux le construire. » Et on a l'autre catégorie d'architectes qui, eux, viennent de manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus détendue, souvent avec un papier et un crayon, et qui disent on va réfléchir ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes habitant, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes commerçant, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes maître d'ouvrage, quelles sont vos obligations? Et là, on commence à dessiner ensemble. Ça n'enlève strictement rien au pouvoir, au coup de crayon final de l'architecte. Personne ne va prendre vos crayons, messieurs, dames. Mais en tout cas, on a absolument besoin de ce dialogue-là et pas d'avoir un système un peu itératif où globalement, on envoie un programme, on reçoit des plans qui ne nous plaisent pas, on demande à les corriger, on fait 3 allers-retours comme ça et puis au final, on finit par se contenter de quelque chose qui est satisfaisant pour personne. Marjane. Il n'y a pas que le programme, il y avait aussi les plans qu'on recevait par fax qu'il fallait après mettre les façades dessus. C'est la même chose en pire. Voilà. Donc oui, je pense que ça c'est plus possible et que c'est pas souhaitable et qu'effectivement être en bout de chaîne, ça n'a pas d'intérêt non plus pour l'architecte et pour le travail qu'il peut fournir. Enfin, on l'utilise pas à 100% quand on fait ça. Et je voudrais dézoomer sur les collectivités, parce qu'on a beaucoup parlé des promoteurs, des maîtres d'ouvrage, des architectes et des usagers, mais ça m'intéresse qu'on parle de la rue, qu'on ouvre, qu'on ferme finalement l'espace public. Et quel est le rôle des collectivités? Et avant la programmation, quel est le rôle de la planification finalement, de l'aménagement du territoire, qui va créer effectivement aussi une forme de désirabilité. Et ça vient dans l'idée de l'habitat augmenté,
dans la présence des services. Parce que vous créez des services effectivement privés, mais il y a les services publics et les équipements publics qui doivent aussi rendre désirable tel ou tel territoire. Et dans le sens de la réhabilitation, je voulais vous parler, bon, malheureusement en ce moment l'actualité est triste sur la ville d'Arras, mais la ville d'Arras a fait des prouesses extraordinaires en 5 ou 6 ans. Ils ont réussi à totalement réanimer, revitaliser le centre-ville par des mécanismes très... En fait, tout bêtement, en observant le fait que le centre-ville était déserté, effectivement parce que les centres commerciaux se sont installés à l'extérieur de la ville et que les commerces sont partis, mais aussi en observant le fait que les commerces avaient les logements au-dessus et n'avaient pas d'accès, les logements n'avaient pas d'accès dédié. Et en préemptant, en faisant une action forte, effectivement, de la municipalité, de préempter ces logements et ces commerces vacants, ils ont réussi à effectivement jumeler plusieurs commerces et pouvoir créer des entrées dédiées. 100% des logements ont été investis, mais en un temps record. 100% des logements ont été investis et aujourd'hui, il y a une liste d'attente pour les commerces qui ont été réinvestis et que ce centre-ville est reparti. Et un cinéma est en train de revenir de l'extérieur à dire non, mais moi je veux maintenant faire repartir le cinéma qui était dans le centre. Donc, effectivement, dans notre équation, il faut quand même un pouvoir public fort. Le choix d'Arras, ce n'est pas anodin non plus. Ils font partie du programme Action Cœur de Ville. Donc, il y a aussi ces décisions-là qui peuvent faire repartir. Il y a beaucoup de gens, je cite souvent cet exemple... mais qui, pour moi, c'est une vraie réussite. Ça vient aussi que le TGV n'est pas loin. Donc, la question de bassin de vie, bassin d'emploi et la mobilité, tout ça, c'est lié pour qu'un endroit devienne désirable et qu'on puisse le réinvestir. Et aujourd'hui, c'est le moment d'en reparler parce qu'effectivement, on est tous en train d'essayer de regarder comment aller vers les villes moyennes et comment les réanimer, réindustrialiser. Et avec la notion des friches qu'il va falloir réinvestir, on va pouvoir regarder tout ceci avec un regard de planificateur plus que de près ce qu'un privé peut faire. Voilà. Alors on sent que le sujet il est super riche, mais on va peut-être prendre des questions dans la salle parce qu'on va le continuer avec nos amis ici présents. Est-ce que certains voudraient intervenir, compléter, interroger ? N'hésitez pas, c'est maintenant. Monsieur Agou. Pas le mien. Bonjour, Stéphane Singer du 23 à ANR. Je voulais d'abord reformuler ce que Pierre a bien déjà expliqué. Le miracle de ce projet d'habitat participatif, finalement, c'est l'émergence d'un nous, un nouveau nous qui vient de nulle part, construit par des personnes qui souvent ne se connaissaient pas. Ce sont assez rarement de petites communautés d'amis qui disent ah, tiens, si on habitait ensemble, on a vu des films là-dessus, ça marche rarement bien entre amis. Au contraire, la biodiversité d'un collectif est une garantie pour le succès de ce pari du nous. Et dès qu'un nous arrive, les autres nous disent « Ah ben c'est vous ». Et le vous, c'est insupportable, ça crée une communauté fermée, c'est contradictoire par rapport à notre vision de la ville et je me révolte un peu contre la notion d'habitat augmenté, parce que l'habitat ne peut pas être augmenté. L'habitat, c'est quelque chose de très vaste. C'est une spatialité, c'est une temporalité, c'est des relations sociales, c'est un territoire. On ne peut pas l'augmenter. On peut plus juste en prendre conscience. Mais qu'est-ce que ça veut dire habiter? Un logement augmenté, oui, pourquoi pas. Mais un habitat augmenté, je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Donc, ce que je veux insister, c'est que cette mise en opposition entre un nous qui émerge avec une nouvelle capacité de dialoguer, de prendre des décisions, de négocier des positions communes, construites par des personnes qui sont peut-être pas forcément en accord au début, mais qui sont capables de se mettre d'accord sur le désaccord pour ensuite trouver des accords, est perçue comme une menace
par certains professionnels et institutionnels qui disent tiens, on a en face de nous une communauté qui est en contradiction avec l'intérêt du bien commun, du bien public. Or, ils sont dans une logique du bien commun. On voit toujours ces groupes-là être inspirateurs d'actions dans la ville. Ils sont, franchement, j'en ai jamais vu un groupe d'habitat participatif qui ferme ses portes à son quartier. Au contraire, ils alimentent le quartier, ils inspirent les quartiers. Et donc, il faudrait finalement peut-être aussi revoir un peu notre notion, notre perception du terme communauté. C'est une communauté d'intérêt, c'est une communauté intermédiaire. Elle n'est pas en opposition avec la communauté nationale qui nous concerne pour autant. Et enfin, j'ai toujours vu l'architecture comme le moyen d'incarner ce nous par l'organisation de circulation, par l'organisation des espaces communs, des jardins, des usages généralement collectifs des espaces extérieurs. Tout ça, ce sont des espaces où le nous se construit tout le jour. Et l'architecte est le moyen essentiel pour traduire ce désir d'un avenir collectif par une architecture différente. Ce n'est pas par hasard que pratiquement tout le projet en est coursive. Bien, autre réaction, madame, monsieur, je sais pas, Oui, Christiane Châteauvieux de la Fédération des coopératives d'habitants. Je vais juste compléter ce que vient de dire Stéphane. Moi, je suis à la fois très attristée et très en colère en même temps de ce que j'ai pu entendre là avec des mots de ghetto, avec des mots d'entre-soi. Marjane, on était ensemble au séminaire des architectes Conseil d'État, à la fois à Zurich, à la fois à Laval, où on a, et si on était allé à Bordeaux, à Barcelone, voir la Borda, on voit bien que ce ne sont absolument pas des opérations qui sont fermées et absolument pas des ghettos. Et si on dit que c'est des ghettos, moi je veux bien qu'on retourne le truc et qu'on se dise, créons des ghettos dans chaque rue, parce que les coopératives d'habitants qui sont, vous le savez, des propriétés collectives non spéculatives, allons-y, faisons des ghettos un peu partout pour dégonfler la question de la spéculation immobilière et on ira mieux. C'est moi qui ai employé le mot ghetto. Alors pas du tout par rapport au projet d'habitat participatif, soyons bien clairs. Hein. J'espère que ça a été clair. Enfin, en tout cas, vous l'avez perçu comme ça. Le mot ghetto que j'ai employé, je l'ai employé en réaction à ce que vous disiez sur le fait qu'il pouvait y en avoir dans des quartiers de logements sociaux, etc. Évidemment, je ne considère pas que, loin de là, que quelques logements en habitat participatif puissent constituer un ghetto en quoi que ce soit. Voilà. Et pour le coup, la réponse que vous apportez, qui n'est pas l'habitat participatif, mais qui est la mixité des fonctions et de retrouver de l'espace de ville en fait au cœur de l'habitat, je le partage parfaitement. Enfin, l'idée qu'effectivement, si on a de l'activité, si on a du loisir et qu'on n'est pas simplement dans la surconcentration d'habitat, la ville s'en porte beaucoup mieux. La mixité programmatique. Excusez-moi, et quant à l'habitat augmenté, l'idée simplement c'est de dire que si vous avez un habitat quelconque et que vous y ajoutez quelque chose, de fait vous l'augmentez, c'est tout. Marie-Christine Coutin, c'est l'architecte. Moi, ça fait 10 ans, ça fait une dizaine d'années que je suis avec l'habitat un peu participatif, entre autres des projets. Je voudrais rajouter que c'est quand même eux qui ont amené aussi la construction en bois, enfin en ossature bois, qui ont quand même qui ont permis de développer un certain type de construction géosourcée, biosourcée, voilà. Et que ça a démarré quand même avec les groupes d'habitat participatif. Et c'est eux qui ont quand même amené à ce que maintenant on puisse utiliser un peu mieux la construction en ossature bois. Moi, je fais un projet à l'heure actuelle où on a des murs en briques en terre crue, où on essaye de récupérer aussi certains types de matériaux, de recycler de la terre qui est ressortie des fondations, du terrassement, etc. Ça s'est passé là, ça se passe à l'heure actuelle dans le Tarn. La terre qui est récupérée par le fabricant de briques en terre crue et on va retrouver sur Toulouse dans d'autres bâtiments, etc. Voilà. Et je pense qu'ils ont été précurseurs à ce niveau-là sur la construction. Très bien. Encore quelques interventions, madame. Monsieur. Oui, bonjour. Du coup, je vais vous parler très bien d'architecture, dis donc.
Je suis surpris parce qu'il n'y a pas que Jane Jacobs et H. Il y a les Pinsons Charlot, si vous voulez dire d'autres choses qui sont intéressantes aussi. Je ne comprends pas votre discours, en fait, parce que donc, je représente le CAU de la Dordogne. J'habite un territoire dans lequel on est assez peu d'habitants, mais malgré tout, la ruralité, c'est 80-90% du territoire, et c'est au moins un tiers de la population française, et que votre discours est purement appliqué à la ville. Clair et net. Ensuite, la prétention, l'envie, le désir du secteur privé d'aller construire des équipements, d'aller faire ville, rue, etc. Enfin, voilà. En campagne, on n'ouvre pas sa porte parce qu'on n'ouvre pas sa porte de chez soi comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en République, et ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas les gens, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des enfants ou autre, enfin, etc. Donc, il n'y a pas que la ville, et on a de l'habitat ailleurs que dans des tours de 300 logements. Voilà, pour commencer. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié, j'aurais voulu qu'on reste là-dessus, sur la question de la contrainte. Moi, de ce que je vis aujourd'hui, pas seulement à titre personnel, mais autour de moi et dans le travail, le logement n'est que de la contrainte. Ce n'est devenu plus que de la contrainte. Et on peut parler avec des architectes qui sont sur des questions réglementaires ou autres, mais je parle aussi des gens qui achètent, des gens qui habitent, des gens qui construisent, etc. Donc, en ruralité, de cette idée-là de commun, elle ouvre des rêves, elle ouvre des possibles, elle ouvre énormément de choses. Donc, et là, ils retrouvent de l'habiter, les gens. Quels que soient leurs moyens, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, la ville, c'est la contrainte, ça ne rend plus libre. C'est malheureusement, moi je suis un urbain. Mais voilà, cette question-là, elle est centrale. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de banquiers autour de la table? Parce que c'est eux qui font la ville, c'est eux qui font le logement aujourd'hui, et de tout le monde. Et voilà, c'est tout. Enfin, moi, c'est contrainte, tous les niveaux. Donc, je sais pas, j'espère qu'engagé pour la qualité du logement demain, on arrivera à en sortir un petit peu. Et je voulais dire que ce matin, ce qu'on a vu Simon Tessou, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et que si on va voir l'Assemblada, allez-y. Organiser un voyage à l'Assemblada, c'est beau, c'est magnifique. Et j'espère que vous en tirerez de très belles choses. Voilà. Je m'empresse de préciser que la constitution du plateau, s'il n'y a pas de banquier, il y en aura d'autres une autre fois, et que l'économie, évidemment, est au cœur de tout. On est absolument d'accord. D'autre part, on ne voulait absolument pas opposer la métropole à la ruralité. Ce débat clivant, je pense qu'on l'a quand même dépassé, même dans le débat national. Mais on peut y revenir. Mais en tout cas, ici même, à la Cité de l'Architecture, je peux vous dire que le nombre de sujets sur la ruralité, et Simon Tessou, on l'a invité plus d'une fois ici. Donc, on est au contraire très à l'affût, et on vous remercie de votre intervention parce qu'en effet, nous croyons que l'architecture, elle se fait dans tous les territoires. Il y avait encore une dernière... je dis dernière parce qu'il va falloir passer à l'atelier suivant. Oui, bonjour, Delphine Saint-Quentin. Je suis maître d'ouvrage d'un habitat participatif en location. Et moi, je voulais questionner par rapport justement au lieu de rencontre. Vous parlez d'une pièce en plus, où j'entends beaucoup de choses dans l'habitat. Mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de l'habitat? En fait, est-ce qu'on peut habiter les extérieurs? Nous, les architectes avec qui on travaille, le collectif Encore, travaille beaucoup ça, le dedans, dehors. Et sur des dispositifs très simples, les lieux où on se rencontre, aujourd'hui, c'est si je promène mon chien, je rencontre du monde. Si je sors avec mes enfants, je rencontre du monde. Mais comment je sors dans un endroit qui est effectivement désirable, qui est simple en fait en usage, qui vient me protéger quand il y a trop de soleil, quand il y a du vent, quand il y a de la pluie? Voilà, il n'y a pas besoin d'un aménagement fou, mais parfois juste un préau suffit pour venir se retrouver. Et ces espaces-là, en fait, semi-publics, semi-privatifs, ils disparaissent en fait aujourd'hui, que ce soit dans la ville, que ce soit dans les projets, d'habitat. Donc, comment vous re-questionnez ça aussi, d'offrir autre chose comme espace de rencontre en fait? Je veux bien rebondir sur cette dernière question. Moi, ce qui m'a surpris dans mon enquête de terrain, c'est qu'en fait, les deux immeubles où il y avait le plus de relations sociales étaient ceux pour lesquels la conception n'avait pas pensé d'espace partagé. Et en fait, ça reflète quand même ce que montrent les recherches sociologiques sur l'espace et l'habitat, c'est que l'architecture est support de relations sociales, mais l'architecture ne crée pas de relations sociales. Et ce sont des mécanismes plus complexes qui ne ressortent pas, ne sont pas déterminés uniquement par l'architecture.
Et je rebondis, pour parler de ces immeubles, par exemple, donc il y en avait un à Lyon, on retrouve une certaine homogénéité sociale, puisque les acquéreurs étaient répartis en accession libre, accession sociale et logement social sur 3 plots différents. Donc moi, la partie que j'ai enquêtée, c'est l'accession sociale, et qui avait des relations sociales très intenses aussi du fait de leur âge, par exemple, avec beaucoup d'enfants jeunes. Et les ménages se retrouvaient à la fois dans le square à côté et à la fois dans les parkings souterrains où les hommes se retrouvaient, par exemple, le samedi soir pour jouer au poker. Il y avait un espace qui avait été pensé comme un jardin de vue. Et pendant le confinement, on s'est posé la question, est-ce que ce jardin de vue, on l'ouvre à l'usage, puisque les gens sont enfermés dans leur logement? Donc, est-ce qu'on l'ouvre aux usages? Les leaders de la copropriété, qui habitent essentiellement dans le plot accession libre, ont voté pour que cet espace, même pendant le confinement, ne soit pas ouvert aux usages. Donc, je rebondis aussi sur le fait que considérer que l'habitat participatif crée de l'entre-soi, c'est aussi considérer que la copropriété en marché libre, c'est vertueux. Ça fait des décennies que je travaille sur la copropriété, ça n'est pas vertueux. Je travaille actuellement sur la vente HLM. Les copropriétés issues de la vente où il y a une mixité sociale de fait, cette mixité sociale, elle crée du conflit. Et j'ai travaillé aussi sur la rénovation énergétique, et des projets de rénovation énergétique peuvent être utilisés par des copropriétaires pour chasser des copropriétaires plus modestes et introduire encore plus d'homogénéité sociale. Donc ne croyons pas que la copropriété soit vertueuse. Et si on considère que l'habitat ne doit pas créer d'entre-soi, quelque part c'est qu'on considère que l'habitat doit être un vecteur de transformation sociale. On lui fait tenir, on espère qu'il pourra tenir certaines promesses. Pour moi, la promesse, c'est peut-être pas la mixité sociale, mais c'est peut-être justement le pouvoir d'agir. Et actuellement, dans des opérations vendues en marché libre, en VFA, le pouvoir d'agir des acquéreurs, il n'est pas là. Ils ne sont pas associés à un chantier dont après ils doivent gérer les conséquences. Ils ne sont pas associés à la conception, parce que vous posez la question, est-ce que l'habitat participatif crée de l'architecture? L'habitat en VFA ne crée pas d'architecture. La plupart des opérations sont faites, comme vous le disiez, en catalogue de plans. Donc voilà, posons-nous la question de ce parallèle à faire. Et la question du pouvoir d'agir. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors évidemment, le débat n'est pas clos, mais on est obligé de terminer là parce que on fait des signes partout et voilà. Donc, mais on sent très bien qu'il faut faire une suite et que je remercie encore notre ami architecte du CAUE de la Dordogne parce que sa réflexion, en effet, l'action. Tu as parlé de l'action cœur de ville, tout à fait. Là, c'est au cœur des territoires que l'action se passe aujourd'hui, c'est sûr. Donc, je vous dis donc à bientôt. Merci à tous.